Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui présentera mes lectures chaque mois. J'ai décidé de le faire parce que j'ai créé un profil sur Instagram parce que je lis beaucoup. Actuellement je suis à 34 livres depuis janvier, donc c'est un petit paquet quand même. Et plutôt que d'écrire juste les résumés sur Instagram, eh ben, j'ai décidé de faire une petite vidéo chaque mois pour vous présenter un petit peu ce que j'ai lu et ce que j'en ai pensé. Je suis un petit peu malade, ça s'entend je crois, mais c'est pas grave, on va faire avec. Alors ce mois-ci j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5 livres. Et j'ai abandonné 2 livres. Je vais tout vous expliquer. Donc j'ai commencé par terminer le tome 2 du Fléau de Stephen King. J'avais commencé fin avril à peu près, le jour des vacances, je crois le 18 avril pour être précis. Et je l'ai fini tout début mai. C'est 2 gros pavés comme ça de 800 pages. C'est une des plus grosses œuvres de Stephen King, je crois, avec ça. Et je crois qu'il y en a une autre, je ne me rappelle plus. Je suis une grande fan de Stephen King. J'ai d'ailleurs créé un club de lecture sur Facebook. Si vous voulez nous rejoindre, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc le fléau, ça parle de quoi? Eh ben, ça parle d'une épidémie, une espèce de super grippe qui ravage 99% de la population américaine. Donc voilà, donc au départ, c'est un peu la panique. Ça commence très vite. On rentre tout de suite dans l'histoire et au fur et à mesure, donc, eh ben, le virus s'étend, donc on voit des survivants. Et puis ces survivants-là, on découvre donc chacun leur histoire, et puis au fur et à mesure, on va apprendre qu'ils font des rêves un petit peu bizarres. Ils rêvent soit d'un homme noir, soit d'un homme, oui, d'un homme noir, soit d'une femme euh, très 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 âgée. Et ils vont se rendre compte qu'en se regroupant les uns les autres, que bah ils ont tous les mêmes rêves en fait. Et vont se créer 2 clans, donc le clan de l'homme en noir, de l'homme noir plutôt, et le clan de la femme très très âgée. Donc le clan du bien, le clan du mal, tout ça, un petit peu ça. C'est passionnant parce que Stephen King a l'art de maîtriser vraiment les descriptions, il creuse au maximum dans toute la psychologie des personnages, on apprend énormément déjà dans le premier tome, et le deuxième tome c'est vraiment l'apogée de l'histoire. Je m'attendais, je vais pas vous spoiler, mais je m'attendais vraiment à ce combat contre le bien et le mal, je m'attendais à une autre proportion, on va dire, sans rien trop dévoiler. Voilà, mais c'est quand même un énorme coup de cœur. Euh, j'ai eu du mal à quitter tous ces personnages parce qu'on vit longtemps avec eux, on apprend beaucoup de choses et quand c'est fini, on se dit waouh, ah ça fait bizarre, j'ai envie de continuer encore. Donc moi ce que j'avais fait, j'avais pris des notes en fait. J'avais fait un petit papier en notant chaque personnage, un symbole, son âge, son métier, tout ça, pour vraiment bien m'en rappeler et bien m'imprégner de leur histoire. Donc refermant ce livre, bah, je les connaissais tous bien. Et c'est comme si on lâchait des potes, quoi. C'était dommage. Donc voilà, mais bon, j'ai réussi à passer à autre chose. Ensuite, j'ai continué par un autre Stephen King, qui est donc la première lecture commune du club de lecture, donc sur Facebook, qui est donc Carrie, un des premiers livres de Stephen King, celui qui a été publié en 74. Il y a eu un film de fait par De Palma. Je crois que c'est 78 ou 79, donc ça remonte déjà un petit moment. Et il y a un deuxième film qui a été fait en 2013, qui est beaucoup moins bon, que j'ai vu, hélas, j'aurais pas dû. Carrie, on connaît un petit peu l'histoire, hein, c'est cette lycéenne qui est maltraitée par ses camarades de classe, qui est tiraillée entre justement ses copains et sa mère qui est un petit peu bizarre. Il y a une espèce qui voue un culte religieux justement, mais un truc un peu malsain en fait. Donc elle maltraite un petit peu sa fille également. Donc Carrie est là-dedans, prise au piège, et elle se rend compte qu'elle a un don, elle peut en fait déplacer des objets. Donc je vous résume un petit peu vite, mais c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, j'avoue. Donc elle peut déplacer des objets, soit en cas de stress, ou d'angoisse, ou de surprise, voilà, il y a des objets qui peuvent bouger, et ce qui va se passer, c'est que il y a une de ses amies à Carrie qui s'appelle Suzanne. Suzanne va demander à son petit copain, Tommy, d'accompagner Carrie au bal de promo, parce que quand même, c'est pas cool ce qu'ils ont fait avec elle dans la douche, quand elle a eu ses premières règles, voilà, c'est pour situer un petit peu l'histoire. Et donc ce Tommy va emmener Carrie au bal de promo, qui elle est complètement subjuguée en disant mais waouh, il m'invite quoi, c'est moi, on m'aime pas normalement, on se moque de moi, et non, il va vraiment l'inviter. Malheureusement, ça va tourner au drame, parce qu'il y a certaines personnes de sa classe qui vont lui jouer un très mauvais tour. Et là, son don va dépasser complètement toutes les limites et va mettre la ville vraiment à feu et à sang.
Donc, je vous en dévoile pas trop, on connaît tous un peu l'histoire de Carrie, et je vous laisse découvrir ce petit livre, parce qu'il est vraiment il est petit, hein, il fait moins de 300 pages. Voilà, donc je vous le conseille vraiment, parce que c'est le premier de Stephen King, donc on sent que c'est un petit peu hésitant encore au niveau des descriptions, la psychologie des personnages, mais c'est vraiment intéressant de découvrir ce premier roman. Voilà. Ensuite, un registre un petit peu différent, j'ai lu Le procès de Marie-Antoinette de André Castelao. J'adore Marie-Antoinette. J'ai lu en commun avec Bibliozoé ce livre. Bibliozoé, pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Euh, alors, j'aime beaucoup Marie-Antoinette, et je connais la vie de Marie-Antoinette, bien sûr, de la famille royale, de la Révolution française. J'ai lu la biographie de Zweig, que j'ai adorée, que j'aurais pu relire. J'ai fermé la quatrième de couverture, j'ai fait ah, encore, vite. J'aurais voulu le relire une deuxième fois en fait. Donc voilà, donc ce procès-là, ça va de la Révolution, du début de la Révolution jusqu'à la guillotine pour Marie-Antoinette. Et André Castelao va raconter de manière beaucoup moins romancée que Zweig ce procès et la fin de la vie de Marie-Antoinette, mais avec énormément de détails. C'est très précis, c'est très bien écrit, il faut être concentré pour le lire parce qu'il y a énormément d'informations, des choses qu'on ne retient pas forcément. Je vous avoue tous les noms, tous les petits détails de l'histoire en fait de la Révolution, parce que c'est assez dense quand même, il s'est passé énormément de choses, mais c'est quand même vraiment poussé et on apprend énormément. Donc j'ai adoré, bien sûr. Je recommande pareil. Alors ce qui est rigolo, c'est que c'est une vieille édition, je crois que c'est la seule édition en fait. Et il y a encore le prix en francs. Je sais pas si on voit là, 75 francs. C'est assez rigolo. Donc voilà, c'est pareil, c'est un bouquin qui fait 200 pages, donc ça se lit très vite. C'est écrit assez gros, voilà. Donc je vous le recommande si vous le trouvez. Moi je l'ai trouvé d'occasion à Gibert et je regrette pas vraiment de l'avoir acheté. J'ai acheté d'ailleurs, j'ai trouvé la bio de Stéphane Zweig, de Marie-Antoinette par André Castelao chez les bouquinistes. Donc un gros bouquin comme ça, j'étais assez contente de l'avoir trouvé. Donc peut-être que je le lirai prochainement. Voilà. Ensuite, j'ai commencé, puis abandonné. Harper Lee, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Alors pourquoi? Pardon. Quand Harper Lee est décédé cette année, j'avais entendu parler de ce livre et on m'avait dit c'est un grand classique de la littérature américaine, il faut le lire, nanana, nanana. Ok, bon. Me lançant dans plein de bouquins qui me tentent, je me suis dit pourquoi pas celui-là. Alors, j'ai lu un bon... Ouais, j'ai lu un tiers, j'ai lu presque la moitié en fait. J'attends encore que l'histoire démarre. Donc l'histoire c'est quoi? C'est Scout, qui a 10 ans, qui habite en Alabama, dans les années 60. Et dont le père, Atticus Finch, est avocat. Ce père, il va être commis d'office pour défendre un noir qui est accusé d'avoir violé une dame blanche. Bon. Années 60, ségrégation, États-Unis, tout ça, bon. On resitue un petit peu le contexte. Ce qui est rigolo, ce qui est intéressant, c'est que c'est raconté du point de vue de Scout, donc qui est une petite fille, et on se dit justement, il va y avoir peut-être un petit peu cette légèreté vis-à-vis de ce sujet qui est assez dur. Et en fait, Scout nous raconte ses histoires avec son frère, avec des amis, qui jouent, tout ça, la maîtresse, nanana, pendant 100 pages, et on se dit, ok, et la suite? Et la suite n'arrive pas! Alors, bah si, ça arrive à un moment donné, le père commence à parler de ce problème qu'il a avec, à défendre en fait cet homme, et puis hop, on passe à autre chose, on retombe dans les histoires de Scout et son frère qui jouent à la marelle, à je sais pas quoi, voilà. Et j'ai abandonné parce que ça a beau être très bien écrit, bah non. J'ai trop attendu et j'ai pas envie d'essayer plus. Alors peut-être que je réessayerai plus tard, mais là non. Voilà, j'ai pas eu envie de continuer, donc je m'excuse. Mais peut-être je reprendrai un jour. Ensuite, j'ai lu le deuxième tome des aventures de Lizzie Martin et l'inspecteur Benjamin Ross, écrit par Anne Granger, donc c'est La curiosité est un péché mortel. Le premier tome, c'était un intérêt particulier pour les morts, que j'avais beaucoup aimé. Donc là, on est à Londres, dans les années 1860, ambiance très victorienne, des belles robes, les pavés, les calèches, toutes ces choses-là, et un meurtre. Donc on n'est pas du tout dans le style romantique des années 1800 et quelques, que je n'aime pas du tout. Et ce qui est bien, c'est que là, il y a une relation entre Lizzie Martin et Benjamin Ross, mais c'est survolé. Et c'est parfait pour moi. Voilà.
Donc tout ce qui est Jane Austen, tout ça, je ne supporte pas, parce que c'est trop gnangnan, je déteste ça. Mais alors ça, j'adore. Donc Anne Granger, sa plume est vachement agréable, c'est très bien décrit, c'est très bien écrit aussi, c'est léger, et les dialogues sont très bien menés. Je dis souvent très bien, mais c'est vrai. Et donc j'ai lu le deuxième tome assez rapidement. J'ai pu... alors, mon écran s'est éteint, donc voilà. J'ai lu ce deuxième tome en 4 jours, je crois, à peu près. Il est pas très gros, hein, voilà. Donc c'est l'histoire de Lizzie, pardon, qui va être dame de compagnie pour mademoiselle Lucy Craven, qui a 17 ans et qui vient de perdre son enfant, en fait. Donc un petit peu un traumatisme. Sauf qu'elle nie le décès de cet enfant. Elle dit non, 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 l'enfant qui est enterré là-bas, ce n'est pas le mien, je ne comprends pas, tout le monde me prend pour une folle alors que c'est pas du tout mon enfant. Non, non. Ok. Et du coup, les gens la prennent quand même un petit peu pour une folle. Donc on envoie un médecin pour la surveiller et Lizzie Martin pour l'aider à aller un petit peu mieux. Sauf que Lizzie Martin n'est pas bête et elle aime bien, elle est un petit peu curieuse justement et elle se dit tiens c'est bizarre quand même. Donc elle va commencer à interroger les personnes qui entourent Lucie, dont les deux sœurs du mari de Lucie. Le mari de Lucie étant en Chine, donc Lucie est toute seule avec ses deux belles sœurs, qui me font un peu penser aux filles dans Cendrillon, aux deux sœurs. Javotte et Anastasie. Voilà, c'est un petit peu, je sais pas pourquoi, elles me font penser à ça, en vieille en fait. Donc un peu aigri comme ça, c'est rigolo. Et donc elles ont pas mal de secrets en fait, ces deux sœurs. Elles en savent un petit peu plus que Lizzie. Donc Lizzie les interroge, mais elles sont un petit peu mystérieuses. Elle découvre un jardinier qu'elle va essayer d'interroger un petit peu. Et ah, il y a un meurtre. Oh, on accuse Lucie, on accuse d'autres personnes, et là on va faire appel à Scotland Yard, donc qui va envoyer Benjamin Ross. Et là, on assiste à l'enquête, on découvre peu à peu des éléments de cette enquête, et puis les pièces du puzzle se rejoignent, et on apprend donc la fin, qui est le meurtrier. C'est vraiment bien mené, c'est pas un truc super psychologique, où on est angoissé, mais on veut quand même savoir la fin, donc on est un peu curieux par rapport à ce livre, c'est vraiment agréable, c'est pas un énorme coup de cœur, polar de l'année, tout ça, non. Mais c'est super agréable comme écriture. Alors je sais qu'il y a Anne Perry aussi qui est dans le même genre, qui est je crois même plus connue que Anne Granger, donc je vais peut-être essayer d'en lire un, si vous avez des idées de titres, je pensais commencer par le premier, je crois que c'est l'étrangleur de Truc Street, l'étrangleur je crois. Donc peut-être que je commencerai par celui-là. Voilà. Ensuite, j'ai commencé, et pas terminé, la Sonata Kreutzer de Tolstoï, sur les conseils toujours de Bibliozoé. J'ai essayé Zoé, je t'assure, mais j'arrive pas. L'histoire ne me parle vraiment pas. Alors, il a beau bien écrire, cet homme qui nous raconte sa vie de débauche, ça m'intéresse pas en fait, voilà. Je m'excuse. J'ai commencé par la sonate, j'ai pas commencé par le bonheur conjugal parce que dans l'ordre du livre, donc il y a le bonheur conjugal, après la sonate et après le diable. J'ai commencé directement par la sonate et donc en fait ce qui est étrange c'est que la quatrième de couverture est un extrait du livre et je me dis ah tiens c'est intéressant et en fait on sait pas de quel extrait il s'agit. Donc est-ce que c'est la sonate, est-ce que c'est le bonheur, est-ce que c'est le diable? Parce que la quatrième de couverture est vraiment intéressante. C'est un meurtre, voilà, c'est ma sœur. Oh, vite, c'est affreux, allez la voir. Aussitôt, je me dis qu'il fallait aller la voir, que probablement ça se faisait toujours. Quand un mari comme moi avait tué sa femme, il fallait certainement qu'il aille la voir. Enfin, voilà, ça, on se dit tiens, il s'est passé un meurtre, il s'est passé quelque chose. Alors que pas du tout. Et c'est là où j'étais un petit peu déçue. Alors j'avoue, j'ai lu que 20 pages. Mais 20 pages, c'est écrit petit, voilà. Et l'histoire ne m'a vraiment pas parlé. Donc peut-être que je réessayerai, peut-être que je commencerai par le bonheur conjugal par exemple. Si c'est une autre histoire, je verrai, mais j'ai abandonné. My bad. Ensuite, j'ai adoré Audrey retrouvée de Sophie Kinsella. On m'en avait beaucoup parlé, j'ai vu qu'elle avait sorti donc ce livre, Sophie Kinsella, qu'on connaît, que beaucoup d'entre nous connaissent via la saga Accro du shopping. Moi aussi, j'avais découvert avec cette série-là. Et là, elle se lance dans le roman jeunesse, un peu young adulte. Et donc Sophie Kinsella a une plume très légère, super drôle, voilà, sans prise de tête, on lit les aventures de Becky, ça fait plaisir, c'est rigolo, tout ça. Audrey retrouvée, c'est un petit peu plus sombre, parce que Audrey a eu comment dire, un événement tragique dans sa vie, qui s'est passé au collège, je pense, et qui l'a complètement repliée sur elle-même, au point où elle doit se mettre des lunettes noires, parce qu'elle ne peut regarder personne en face, et elle ne peut même pas sortir de chez elle, donc elle ne peut plus aller à l'école. Et elle est dans une maison dans sa maison en fait avec ses parents et ses deux petits frères, et ses deux frères, Félix le petit et Franck le grand.
Franck est un grand frère accro aux jeux vidéo, Félix est un petit garçon de 4 ans super mignon, et les deux parents n'en peuvent plus de ce fils accro aux jeux vidéo, ils savent pas comment faire, et Audrey qui va pas bien, il faut qu'elle aille mieux, il faut la soigner, donc Audrey va voir le docteur Sarah, et le docteur Sarah lui propose, dans sa thérapie, de filmer sa famille. Tout bêtement, donc voilà, donc elle va commencer à filmer sa famille, on va en savoir un petit peu plus, et en fait on va découvrir à partir de là certains éléments de la famille d'Audrey, et puis des éléments aussi sur Audrey, qui va se lier d'amitié avec un des amis de son frère Franck, qui s'appelle Linus, et cet ami-là va s'éprendre un peu plus d'amitié pour elle, donc ça lui fait très très peur, et on va découvrir un petit peu tout ce qu'elle pense, tout ça. Donc j'ai bien aimé, mais on sent quand même qu'on est dans du jeunesse, donc j'aurais préféré que ça soit un peu plus recherché, un peu plus creusé au niveau de la psychologie des personnages, notamment de la mère par exemple, et, euh, et bon, Audrey évolue, et je trouve qu'elle évolue peut-être parfois un peu vite. Alors bon, il n'est pas très gros, peut-être que trop gros, c'était pas possible, étant donné que c'était un jeunesse. Mais voilà, j'aurais voulu en savoir un peu plus sur le passé de certains personnages pour peut-être m'imprégner un petit peu plus de cette histoire-là. Mais c'est une lecture très agréable. Voilà pour les lectures du mois de mai. En ce moment, je suis en train de lire Un parfum d'encre et de liberté de Sarah McCoy, qui est son deuxième livre, après Un goût de cannelle et d'espoir. Je crois que j'ai pas encore lu, mais l'histoire m'intéresse beaucoup. Voilà, je vous ferai une prochaine vidéo, sûrement fin juin, j'espère, avoir lu peut-être autant de livres. Donc là, j'en ai lu 5 et peut-être 6 si je termine Un parfum d'encre et de liberté d'ici la fin du mois. Bonne journée, salut!